midi tout le monde. Je suis extrêmement fébrile d'être avec vous aujourd'hui. Le CISMO aussi est excité de vous accueillir à notre lancement du premier Midi du savoir au CISMO. J'aimerais saluer les participantes et les participants ici sur place, mais également à distance. On est plus de 200 participants. 22 organisations du réseau de la santé et des services sociaux, 5 maisons d'enseignement, plusieurs partenaires de l'industrie privée et des organismes communautaires et un partenaire français. Merci Gérald d'être là. Et le ministère de la Santé et les RUIS, les réseaux universitaires intégrés en santé et services sociaux. Merci d'être là en présence et à distance. On part le bal des Midis du savoir avec 2 grands conférenciers, mais je vais attendre de les présenter. J'aimerais vous parler de pourquoi on a décidé de lancer les Midis du savoir. Une de mes citations préférées est celle de Nelson Mandela qui dit « Le savoir est l'arme la plus puissante pour changer le monde ». Et donc, le savoir, c'est quoi? C'est la recherche, c'est l'innovation, c'est l'apprentissage, c'est vous. Donc, ces Midis du savoir, c'est des conférences, on commence aux 2 mois, sur des thématiques générales comme l'importance de la recherche, de l'innovation en santé, qui a pour but d'améliorer ce qu'on fait au quotidien. Qu'est-ce qu'on fait au quotidien? C'est d'améliorer la vie des gens, d'améliorer la santé, les soins, pas juste à nos usagers et leurs familles, mais également nos équipes, qui sont tout aussi importantes. Aujourd'hui, on lance avec 2 personnes exceptionnelles, 2 leaders au Québec qui ont réellement à l'international. Je tiens sincèrement à remercier Luc Sirois, innovateur en chef du Québec, et Rémi Quirillon, scientifique en chef du Québec, que je vais présenter dans quelques minutes. Il y a une personne qui voulait vraiment être là parmi nous. Il n'est pas physiquement là, mais il est en virtuel. Il veut vous adresser un petit mot. Bonjour à tous. Tout d'abord, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être présent avec vous pour ce tout premier Midi du savoir. Mais soyez assurés, je vais me reprendre. Quand on m'a fait part de cette idée, j'ai immédiatement été séduit et emballé. Enfin, c'est aujourd'hui le lancement d'une longue série de Midi du savoir. Et je souhaite vraiment que ça soit une longue série. Je tiens à remercier la direction de la recherche, de l'innovation, de l'apprentissage pour cette initiative. Et évidemment, un merci tout particulier à Cathy Malas, sa directrice. Merci aussi à nos 2 précieux invités, M. Luc Sirois, innovateur en chef du Québec, et M. Rémi Quirillon, scientifique en chef du Québec. Merci, Luc et Rémi, d'avoir accepté notre invitation et de venir échanger avec nous. Ce type d'activité, vous vous en doutez bien, m'emballe puisque je crois que c'est important, voire primordial, de profiter des connaissances et du savoir pour améliorer nos façons de faire. Tout cela, toujours dans le but d'améliorer la qualité des soins et des services offerts à nos usagers. Autour de nous, tant de gens ont développé des expertises absolument hors du commun. Grâce à leur innovation et à leur recherche, toute la société en bénéficie. On ferait vraiment fausse route de ne pas les connaître. Il faut mobiliser les savoirs en les partageant et en échangeant sur ces sujets. On le sait, les savoirs scientifiques nous guident et nous amènent tant de bénéfices. Par exemple, grâce aux savoirs scientifiques, on développe des nouveaux traitements, on améliore nos pratiques médicales, on prévient des maladies, on personnalise les soins, on forme les professionnels de la santé avec des récentes avancées. Je le répète, c'est donc essentiel de profiter de toutes ces connaissances. Aujourd'hui, on a cette chance d'en apprendre davantage et je suis certain que ce sera des plus enrichissants. Encore une fois,
Merci, Luc et Rémi, pour votre présence. Je vous souhaite à tous un très beau Midi du Savoir et on se revoit très bientôt. Merci. Alors, sans plus tarder, veuillez accueillir chaleureusement sur scène Luc Sirois et Rémi Quirillon. Ben oui, mais j'ai complètement oublié de me présenter. Cathy Malas, directrice de la recherche, de l'innovation et de l'apprentissage. Salut, salut. Allô, allô. Hey, bonjour tout le monde, bonjour. Il y a du monde il y a du monde ici, c'est incroyable. Hein? Ben oui, il y a beaucoup de monde. Merci d'être là. Wow! Alors, juste un petit mot pour les gens à distance. Pour poser vos questions, on va utiliser Slido. Puis, le code, c'est 6 mots, tout collés. Pas 16, Sophie, juste 6 mots. 6 mots. Allez sur Slido, 6 mots, parce qu'à la fin, je vais prendre les questions du public à distance et évidemment sur place. Alors, nous, on pose des questions aussi? Non, c'est moi qui pose des questions. Vous répondez. Alors, je vais présenter nos deux conférenciers. Puis je vais présenter, je vais poser la première question. Je vais poser la première question à un conférencier, puis après je vais basculer. Je vais commencer par Luc. Aujourd'hui, j'ai oublié de le dire, c'est la première semaine de l'innovation de l'administration publique. Ouais. Donc, c'est pas rien, puis on organise aussi ce premier Midi du Savoir dans cette même semaine. Luc Sirois est innovateur en chef du Québec, directeur général du Conseil de l'innovation du Québec et président fondateur du Conseil d'administration d'Axelis, une société de valorisation de la recherche publique au Québec. Ingénieur de formation et titulaire d'un MBA à Harvard, il a été entrepreneur technologique et social dans le secteur de la santé, a occupé des postes d'importance dans différentes organisations à travers le monde et s'est toujours engagé envers de nombreuses causes sociales. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Il est reconnu pour son approche créative de l'innovation et son désir de contribuer à la prospérité future du Québec. Au quotidien, il poursuit sa mission de mobilisation des écosystèmes tout en ayant une attention particulière pour la jeunesse, qu'il soit dynamique et visionnaire. Il a comme objectif que chacun d'entre vous soyez des actrices et des acteurs de l'innovation, à se dépasser, à devenir un agent de changement pour le Québec pour qu'il puisse mieux innover. Luc, ça mange quoi en hiver? Ça fait quoi dans une journée l'innovateur en chef du Québec? Mais je pense que tu as bien résumé à la fin. Si chacun d'entre vous, il y a des gens qui sont officiellement conseillères en innovation, et chacun peut poser une pierre à l'édifice et de développer la culture, le savoir, les moyens de faire de l'innovation dans nos entreprises, dans nos organisations, d'améliorer les choses. Ben, c'est ça la job de l'innovateur en chef. On le fait par les communications, mais on le fait en conseillant notre gouvernement sur les façons de mieux soutenir l'innovation. On le fait en amenant des nouvelles idées, des nouvelles façons de trouver des ressources. En formant les gens, des gens comme vous, des gens pour puissent être capables d'aider les entreprises. Ça fait tout ça. Et si vous avez d'autres bonnes idées, on est preneurs. Oui, super. Vous savez? Et Cathy, on s'est connus comme ça parce que le Conseil de l'innovation, c'est un grand groupe de sages, dont Rémi, dont Cathy font partie, qui réfléchissent à comment changer les choses au Québec pour qu'on soit encore plus innovant. Là, c'est à moi de présenter Rémi Quirillon. Le professeur Rémi Quirillon est le scientifique en chef du Québec depuis 2011. Professeur titulaire en psychiatrie à l'Université McGill, la santé lui tient vraiment à cœur. Il a occupé le poste de directeur scientifique au centre de recherche de l'Institut Douglas. Je salue les gens de Douglas, ils sont en ligne, de 1996 à 2011. En avril 2009, il a accepté la fonction de poste de vice-doyen, faculté de la médecine, et celui de conseiller principal de l'université à l'Université McGill, en plus de la fonction de directeur exécutif de la stratégie internationale en recherche concertée sur la maladie d'Alzheimer des IRSC, un autre sujet qui le tient à cœur, poste duquel il a démissionné lors de sa nomination comme scientifique en chef. Il est le président des conseils d'administration des 3 fonds de recherche du Québec. Il a aussi été le président du comité sur l'Université du futur du Québec en 2020, élu président, puis ça, c'est pas rien, de l'International Network for Governmental Science Advice en 2021, un Québécois qui nous représente fièrement à l'international, réseau présent dans plus d'une centaine de pays qui compte plus de 5000 membres.
Rémi Quirion a reçu de nombreuses distinctions. Je vais en nommer juste une, celle d'officier de l'Ordre du Canada en 2007. Rémi, ça mange quoi en hiver, un scientifique, ton chef du Québec? Très bonne question, mais je vais commencer par un détail important. Innovateur en chef du Québec. Innovation. Il y en a très peu, sinon il n'y en a pas dans le monde. Donc, un titre très, très spécial créé par notre ministre pour stimuler l'innovation au Québec. Scientifique en chef du Québec, ça fait longtemps, là. Je suis le plus vieux en termes de nombre d'années dans le monde. En général, le gouvernement change et les scientifiques en chef changent. Au Québec, c'est différent. Le scientifique en chef conseille le gouvernement du Québec, le ministre en titre, Économie, Innovation, Énergie, et aussi tous les autres ministres et ministères sur la recherche, la science, en termes de données probantes et de prise de décision. Un exemple pour vous dans le secteur de la santé, la fameuse pandémie de la COVID. Travaillé très étroitement à ce moment-là avec la ministre, c'était la ministre de la Santé et des Services sociaux, sous-ministre, et le cabinet du premier ministre. Et je me rappelle les premières discussions qu'on avait avec M. Legault et la ministre de la Santé. Rémi, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on connaît sur le virus? La réponse était, on ne connaît rien. Là, il me disait, ben, je ne peux pas dire ça. Il y a une conférence de presse dans quelques minutes. Donc, on a bâti la science et l'argumentaire de la science. Je pense que ça a mis la science en tout premier plan au Québec et dans le monde, cette fameuse pandémie. Il y a eu quand même des bons côtés à cette fameuse pandémie. Oui, tout à fait. On a beaucoup appris. Luc, pour toi, quelle est l'importance de l'innovation en santé? Après, je vais à la même question pour Rémi. Pour une organisation comme un CIS et pour le Québec. Ben oui, hein? C'est un midi du savoir. Fait que d'abord, il faut savoir quoi faire. Donc, la science nous amène, notre PDG ici nous le disait, des nouveaux traitements, des nouvelles façons de soigner les gens. Et il faut être capable de les amener dans la pratique. Il faut être capable de les intégrer chez nous. Fait que, je dis souvent, l'innovation, c'est de la science en action. C'est d'être capable de prendre le savoir puis de l'implanter dans notre quotidien, que ça devienne la norme. Quand il y a des nouvelles découvertes, des nouveaux traitements, qu'on puisse y arriver à le faire rapidement, qu'on les connaisse, qu'on ait le savoir-faire. Fait que nous, dans le CIS ici, c'est important pour ça. C'est pas juste de l'innovation de dire « Ah, des super technologies, puis qu'est-ce... » C'est pas nous qui vont inventer des nouvelles machines. C'est nous qui allons améliorer le quotidien, le service aux patients, la qualité des soins. Tout à fait. Pour le Québec, ben regarde, un Québec qui innove, c'est un Québec où justement l'amélioration, elle se passe dans tous les domaines, pas juste celui de la santé, hein, dans tous les domaines sociaux. On parle de l'environnement, la gestion de nos villes, on parle de l'éducation, on parle du soin de nos aînés, on parle du transport. Dans le secteur privé, on veut des entreprises qui soient prospères, qui permettent à nos jeunes d'avoir des bons jobs, d'avoir du travail où ils peuvent s'accomplir, créer des choses, puis créer des nouveaux produits. On va finir avec ça parce que quand on crée des nouveaux produits et qu'on arrive à les vendre, surtout si on arrive à les vendre à l'international, bien, ça fait des rentrées d'argent qui permettent de payer les gens, qui leur permettent de faire bien vivre leur famille, de dépenser dans leur communauté. Et puis, c'est ça qui fait contribuer au bien-être. Ouais. Puis Rémi, dis-moi, la science et la recherche, c'est tout aussi important dans un CIS que dans un CHU ou dans un... CIS, parle-moi de l'importance de la recherche en santé au Québec. Et le budget du ministère de la Santé et des Services sociaux, le budget du ministère de l'Éducation, c'est 75-80 du budget du Québec. Donc, l'éducation, excessivement important. La santé est traitée, prévenir les maladies, mieux les traiter, excessivement important. Et vous êtes sur le terrain. Vous interagissez directement avec les patients. Et c'est pour ça que depuis quelques années, au Fonds de recherche du Québec, on a développé des programmes. Vous connaissez peut-être un programme qui s'appelle Engagement. Donc, vous n'avez peut-être pas un doctorat, mais vous pouvez nous proposer des projets de recherche avec des patients partenaires. Et on vous finance le projet sur une période de 2 ou 3 ans. Si ça marche, ça peut faire tache d'huile et aller vers d'autres CIUS, vers d'autres centres à travers le Québec. Donc, vous avez un rôle critique
Ça, pas obligé d'avoir un PhD ou une maîtrise là, pour ça. Je me rappelle quand j'étais à l'hôpital Douglas, je ne suis pas médecin, moi. Je suis PhD, mais j'avais des patients qui venaient me voir le vendredi après-midi, ils échangeaient avec moi sur leur médication, leurs médicaments. Ils connaissaient beaucoup plus l'effet des médicaments qu'ils prenaient que moi je les connaissais. Ouais, c'est ça. Même si je suis pharmacologue, eux les prenaient, il y avait les effets bénéfiques, mais il y avait aussi les effets secondaires. Et vous qui traitez des personnes, vous êtes au courant de ça aussi. Donc, d'avoir des alliances avec vous, c'est essentiel. Oui, puis tu nommes, si je peux me permettre d'ajouter, tu nommes le savoir expérientiel des patients, qui est un savoir qui est tout aussi important que les données probantes, n'est-ce pas? Et au Québec aussi, on est leader là-dedans. Vincent Dumès, Jean Rouleau à l'Université de Montréal. Le patient partenaire et le modèle de patient partenaire, c'est excessivement puissant. Donc oui, on peut lire des choses dans des bouquins. Lorsque le voit en pratique, des fois, c'est autre chose. Donc, être sur le terrain, travailler avec les patients et vous, comme expert, personne traitante, je pense qu'on doit former davantage de continuum de ce côté-là. Et au fond de recherche, on essaie, si on peut, là, de faire un peu plus, de rendre ça plus facile pour vous, d'être capable d'obtenir du financement. Quand vous avez de très bonnes idées, on sait que vous en avez plusieurs. Exact. Donc là, un appel à l'équipe de recherche. On va propulser le programme Engagement. Puis je veux qu'une équipe du CISMO aide à distance, tout le réseau, soumettez des projets Engagement, c'est important. Puis je salue les gens du réseau qui sont là également. Merci d'être là. Luc, comment on définit l'innovation? Dans la vie des acteurs, on a des acteurs de la santé sur le terrain, on a des usagers et des proches qui attendent pour leur rendez-vous. Ça veut dire quoi l'innovation pour les gens? Oui, ça. Moi, j'aime ça ici. Souvent, je veux dire, on va arrêter de prendre le mot innovation parce que ça fait trop penser à la technologie, aux machines. Moi, j'utilise souvent le mot amélioration. Hein, on voit un problème, on développe des solutions. Puis on les teste, on les implante. C'est ça l'innovation d'abord et avant tout. C'est d'être capable de résoudre des problématiques avec des solutions. Des fois, ça va de la technologie. Hein, des fois, on va en adopter parce qu'elle existe. Des fois, on va devoir demander à l'inventer, puis là, on va demander aux chercheurs de travailler là-dessus. Mais c'est toujours dans le but de résoudre un problème. Dans un contexte de CIS ici, au CISMO, ça peut être des choses aussi simples que le flow des rendez-vous, les soins à domicile, les suivis médicaux. Ça peut être donc dans les processus, dans les procédures qui ne sont pas reliées à la santé. Juste sur comment les choses fonctionnent, c'est déjà énorme. Puis évidemment, l'innovation dans les soins, donc les découvertes médicales, leur usage, être capable de les implanter, j'en ai parlé. Moi, un truc que je donne souvent pour accélérer ça, c'est on a des chercheurs extraordinaires, on a des entrepreneurs extraordinaires au Québec. De travailler en équipe avec eux, c'est une façon de s'améliorer plus vite, d'accélérer l'innovation. À vous deux, je commence par Rémi cette fois-ci. C'est quoi les domaines les plus prometteurs que tu vois de la recherche après Luc en innovation au Québec et comment ça peut aider à mieux répondre aux besoins de la population et aider le système de santé à évoluer puis toujours mieux répondre à ses besoins? On parle beaucoup de santé durable, santé planétaire et de prévention. Donc, on veut faire davantage dans ce secteur-là au Québec. Carole Jabet, la directrice du Fonds Santé, parle beaucoup de santé durable. Et c'est, oui, bien sûr, notre génétique, notre génomique, tout ce qui est en lien plus directement avec les maladies. Mais on sait de plus en plus que l'environnement a un impact. On parle des changements climatiques. Donc, on doit s'assurer de regarder plusieurs facteurs, travailler avec des équipes très multidisciplinaires. On en a déjà. L'an dernier, on a créé une chaire de recherche en santé durable. Un prof de l'Université Laval, un prof de l'Université du Québec à Chicoutimi et 2 patients. Donc, ils sont titulaires, les 4 sont titulaires de la chaire. Incroyable. Ça, si vous avez des idées de ce côté-là, n'hésitez pas. Parce qu'on va être très terrain et les aspects de santé durable très importants. Et peut-être que Luc va en parler aussi, mais bien sûr, on devrait davantage utiliser des approches d'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Et ça veut dire avoir un accès plus facile aux données que l'on a dans nos hôpitaux, au ministère. Ça reste très compliqué au Québec. Et une frustration pour moi. Et Luc? Tu me passes bien le bâton. En intelligence artificielle,
si on met les balises et les cadres pour se protéger des dangers, danger de la perte de confidentialité, danger de biais, danger de manipulation, d'erreur. Assumons qu'on met tout ça comme il faut en place pour qu'on puisse avoir confiance. Une fois qu'on a ça, bien là, des machines comme celle-là peuvent être capables de faire plus de suivi, de regarder plus de données d'imagerie médicale, leur évolution dans le temps, pour mieux diagnostiquer, mieux aussi découvrir des phénomènes, parce que ces engins-là peuvent considérer des centaines et des milliers et des centaines de milliers de facteurs qu'un humain n'arriverait pas à faire. Tout à fait. Donc, l'intelligence artificielle, dans ses différents développements, les analyses d'images, l'intelligence générative, la capacité d'optimiser des processus, c'est très, très porteur. Et moi, je voulais ajouter une notion ça va peut-être te surprendre un peu. Vas-y. Ouais. Moi, c'est ce que je vois comme très, très prometteur, c'est en sciences sociales, c'est en sciences humaines, et c'est justement tous les éléments de sociologie, de psychologie sociale. Parce qu'on dit, on veut que les patients ou les personnes, les citoyens, aient les saines habitudes de vie. On a une attitude de prendre soin de soi, de prévention, d'adhésion aux médicaments. Mais la science du comportement, qu'est-ce qui va faire que des gens, des patients, des citoyens embarquent et font des changements, changent la façon de faire les choses? Ou pourquoi ils ne le font pas? Ils sont d'accord, ils comprennent la raison. Le comportement ne change pas. Le comportement ne change pas. Donc, la science comportementale, pour moi, c'est une clé fondamentale des avancées dans notre domaine. Super. On est à mi-chemin. Préparez vos questions. Slido, CISSS3SMO pour Montérégie-Ouest. Rémi, Oui. comment la recherche scientifique au Québec peut-elle être mieux intégrée dans les pratiques des gens sur le terrain et dans la vie des usagers et des citoyens, des citoyennes, pour améliorer efficacement la santé? C'est un peu ce que Luc disait. Veux-tu faire un peu de pouce là-dessus? Oui, je pense, et je suis tout à fait d'accord avec ce que Luc disait, et je parlais un peu auparavant là, du programme Engagement. Donc, je pense que si on intègre davantage les usagers et des personnes comme vous, traiter les usagers, on va avancer beaucoup plus rapidement. Donc, oui, on a besoin d'experts qui vont identifier un nouveau gène relié à une maladie. C'est essentiel. On a besoin aussi d'être très terrain. C'est pour ça qu'on veut développer davantage tous les systèmes de patients ou de citoyens partenaires. Et ça veut dire que la personne se dit, OK, pour moi, par exemple, je prends les changements climatiques. Changement climatique, ça veut dire quoi pour moi? Dans ma ville, dans mon village, dans ma ruelle, pour moi et pour ma famille. Rendre ça beaucoup plus concret que des grands rapports aux Nations Unies qui sont très importants aussi, là, et qui semblent un peu éloignés de la réalité de tous et chacun. Excellent point. Tu sais quoi, aujourd'hui, on est... Qui ici n'a pas... Bonjour, David. Qui ici n'a pas son appareil mobile au plus loin dans sa poche, mais c'est pas mal le plus loin que ça va, parce que aussitôt qu'il est plus loin... on est tous connectés. Ça donne l'occasion, dans le cas d'essais cliniques, dans le cas de découverte de traitements d'impact, ça donne l'occasion d'avoir énormément plus de participation de patients parce qu'ils n'ont pas toujours besoin, via des outils numériques connectés, ça rouvre toutes sortes de nouvelles possibilités d'implication des patients. Parle-moi, tu parles de l'implication des patients, de la question est pour toi. Comment que l'écosystème, là, les membres, les individus, les organisations au Québec peuvent mieux collaborer ensemble, les gens sur le terrain, les chercheurs, les organismes communautaires, l'entreprise, pour avoir plus d'impact? Oui, c'est la grosse... J'y consacre une grande partie de ma vie puis de mes journées à cette grande question-là. Mais une des choses un des aspects qu'on examine ensemble ici là, avec Rémi et le gouvernement, c'est comment, et on a travaillé ensemble là-dessus, Cathy, c'est comment créer un guichet d'entrée pour les gens de l'extérieur. Comment créer une connexion officielle pour permettre aux gens du milieu qui ont des innovations, des contributions possibles, d'avoir une écoute, une capacité de travailler avec les gens du CISMO, du CIS,
Et ça, ça veut dire des changements dans nos façons de penser, parce qu'on pense ici au Sismo, mais c'est la même chose dans les municipalités, c'est la même chose dans les institutions publiques, c'est la même chose à Hydro-Québec. Comment créer des ponts officiels qui permettent de faire des projets gagnant-gagnant sans prendre de risques? Ça, c'est l'autre aspect. Il faut créer des façons d'expérimenter, de tester, et quand on a trouvé ce qui marche, là, on pense à l'intégrer. Rémi, Oui. peux-tu me nommer quelques leviers que la recherche peut utiliser pour avoir un impact plus grand dans la santé et dans la vie des gens? On essaie de faire depuis quelques années, et on va continuer, là. Traditionnellement, depuis 50 ans, 60 ans, le Fonds de recherche du Québec Santé est très centré sur les 4 grandes facultés de médecine. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Là. Vraiment des expertises superbes. Toi, tu viens de ce monde-là aussi, là. Et moi aussi. Super. Mais on doit maintenant s'assurer qu'on est partout sur tout le territoire du Québec, qu'on est très près de vous, des organisations comme la vôtre, qu'on est près des patients. Et on aimerait, au cours des prochaines années, Carole Jabet pourrait vous en parler dans son programme de santé durable, être capable d'avoir des centres d'expertise partout au Québec qui sont près ou des fois plus loin des facultés de médecine. Alors, ça s'appelle aussi le Fonds santé. Exact. Pas juste les maladies qui nous intéressent, c'est vraiment la prévention. Et travailler avec vous, travailler avec le terrain, ça va devenir de plus en plus important. Et les données probantes, on a beaucoup de données déjà, on devrait les utiliser davantage. Je vais dire que la dernière fois, j'ai eu, ça s'entend peut-être, là, j'ai eu une radiographie pulmonaire il y a quelques jours, et le médecin me dit, ben, je vais t'envoyer un fax. Vous avez un fax, tu trouves où le fax? Hein? Fait qu'il faut vraiment aussi changer tout ça et moderniser nos façons de faire dans tout le réseau de la santé au Québec. Super. La dernière question avant qu'on va dans les questions perso pour découvrir Rémi et Luc, c'est vous avez un auditoire ici sur place du 6 de la Montérégie-Ouest. Vous avez des personnes à distance, 200 personnes à distance. C'est quoi l'appel à l'action? Demain matin, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour changer la vie des gens, l'améliorer la vie des gens? D'abord, moi, il y a peut-être deux trucs. Moi, je pense que vous êtes des gens qui sont tellement motivés, vous êtes des gens de cœur, des gens qui travaillent fort pour le bien des patients, jour après jour, du matin au soir. Quand vous avez cet engagement-là de faire du bien autour de vous, l'occasion qui vous est donnée, c'est de se dire, ben, quand on voit quelque chose qui ne fonctionne pas aussi bien qu'on voudrait, un problème à régler, justement, ou quelque chose à faire mieux, bien, c'est de porter attention. Ça, tous les jours, je suis sûr, vous envoyez. Mon épouse est dans le secteur de la santé. Elle me fait beaucoup de constats sur des choses qui pourraient s'améliorer. Mais là, c'est de se dire, regarde, moi, je vais aller voir mon organisation. Je vais aller voir des gens comme toi, Cathy. Je vais dire, regarde, voici une situation qui pourrait être améliorée. Voici des idées pour faire mieux. D'avoir ce mouvement-là, de contribuer à être une partie de la solution. Oui, puis un petit appel. Les équipes sont là, l'équipe du pôle de recherche, l'équipe du pôle d'innovation, l'équipe du pôle d'apprentissage, il y a quelques personnes. Allez les voir, ils vont vous aider pour innover et faire de la recherche et apprendre. Rémi, un appel à l'action pour nos fameux participants. On sait que vous êtes tous très, très occupés, très souvent débordés, peut-être quelquefois un peu déprimés, mais n'hésitez pas, soyez audacieux. Allez vers les leaderships et leur dire, nous, on pense qu'on pourrait changer cette chose-là. Des fois, ce n'est pas énorme, mais ça peut aider votre quotidien. Donc, ne soyez pas gênés de proposer de nouvelles choses. J'ai parlé du programme Engagement. On a un autre qui est un programme Audace. Là, on veut vos meilleures idées. Des fois, je dis les idées les plus folles. Vous nous soumettez ça, bâtissez le programme avec des collègues. Et là, ici, ce qu'on vise, je prends le baseball, on ne vise pas de se rendre au premier but. On vise un coup de circuit. Très souvent, ça va être retrait au bâton. Là, ça ne marchera pas, puis c'est correct. Ça devrait être un peu ça, la recherche et la science.
Donc, n'hésitez pas, soyez ambitieux, soyez audacieux. Et on va essayer de vous appuyer. Moi, je trouve ça admirable. On écoutait Philippe Guibroval en ouverture comme ça, que la direction d'institutions de la santé, maintenant, veulent entendre les gens, veulent améliorer les choses. Donc là, on est tous en gang. On a juste maintenant à essayer de trouver les meilleures façons de comment, mais cette ouverture-là, c'est exceptionnel. Super. C'est bientôt à vous, mais j'ai 3 questions, ce qu'on appelle les questions-réponses rapides, rapid fire questions. C'est parti. Oh. Une passion, Luc. Les activités scientifiques pour les jeunes. C'est vrai. Rémi, une passion. Moi, mes parents étaient restaurateurs à Lac-Dorolais, près de Lac-Mégantic. Donc, une de mes passions, c'est la cuisine. La prochaine fois que vous m'invitez, on pourra faire une compétition de hamburgers. Ah, c'est super. Une innovation qui t'a le plus touché dans ta carrière? Moi, c'est le 3G, les téléphones connectés avec les données. Moi, c'était révolutionnaire. C'est un ingénieur qui parle, hein? Ça paraît. Rémi, une recherche qui t'a particulièrement touché? Moi, c'est un peu différent, là. C'est le regroupement qui s'appelle les impatients. Certains connaissaient peut-être, là. Comment marier les arts et la santé mentale. Comment l'activité artistique peut être très aidante pour les personnes qui souffrent de maladies mentales chroniques comme la dépression ou la schizophrénie. Donc, de voir ces gens-là en action, c'est tout simplement incroyable. J'aurais dû te parler de mon entreprise en radio-oncologie. C'était ça, ça a été une bonne passe. Vas-y. J'ai été entrepreneur. On a développé des nouveaux systèmes pour guider la radiation en radiothérapie. Ça a augmenté la qualité du traitement du cancer du sein de 69 Pas rien. Maintenant, ça devient la norme, mais à l'époque, c'était pas le cas. Là. À l'époque, combien d'années? Ça fait 20 ans. Là. Quand même. Ouais. L'importance de l'usager, du patient ou du citoyen dans ton cœur et dans ton travail? Les bons innovateurs trouvent des problèmes. Qui a les problèmes? C'est les usagers. Et c'est donc de ne pas travailler avec les usagers, c'est un non-sens. Toutes les bonnes techniques d'innovation mettent l'usager au centre. Il n'y a pas d'autre façon. L'importance du patient et de l'usager, du citoyen dans la recherche? Oui, tout à fait essentiel. On le voit de plus en plus et c'est pour ça qu'on veut intégrer le citoyen. Oui, le chercheur, des fois, a de très bonnes idées, avance des problèmes, mais si on répond à des problèmes qui n'existent pas vraiment, on se trompe un petit peu. Donc, vraiment être avec le patient, avec le citoyen, travailler de concert avec nos concitoyens. Et en bout de ligne, c'est vous, comme citoyens, là, qui allez convaincre nos gouvernements d'investir davantage en recherche et innovation. Pas mal plus que moi. Tellement. C'est super. Là, c'est à votre tour. Alors, je rappelle, Slido Sismo. Posez vos questions à distance. Si on en a déjà, peut-être briser la glace à distance. Oui? Sophie. Veux-tu te lever, Sophie, s'il vous plaît? Déjà quelques questions. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Non, pas encore. Non. Vous pouvez monter le son un petit peu. Parfait. Alors, première question très terre-à-terre. Mais comment concrètement favoriser la collaboration entre les disciplines avec des personnes qui ont des priorités au quotidien assez différentes? Qui veut y aller? Vas-y, Luc. Moi, j'aurais envie que Cathy réponde à ça parce que non, mais c'est vrai, je me dis, toi, tu dois réfléchir à ça tous les jours. Hein? Moi, je pense que la première chose, ça devrait être quel est le but commun à attaquer? Qu'est-ce qu'on veut attaquer ensemble? Le sens, c'est important. Ensuite, évidemment, chacun va prioriser ce qu'il a à faire, mais quand le sens est important pour plusieurs disciplines, le problème à régler est important pour plusieurs disciplines, les gens vont trouver le temps pour l'adresser parce que ça va créer une valeur pour tout le monde. Veux-tu ajouter quelque chose, Rémi? Oui, peut-être j'ajouterais ici là, que moi, je suis assez optimiste de ce côté-là. Les jeunes, la relève, veulent aller vers ça. Très ambitieux. Je dis oui, je veux être biochimiste, je peux comprendre un peu aussi les sciences sociales, les sciences humaines. Donc, c'est à nous maintenant, dans nos cégeps, dans nos universités, à faciliter tout ça. On n'est pas tout à fait encore là. Mais ce qui est très important, c'est de s'assurer que ces jeunes-là peuvent plancher sur des projets très ambitieux, très multidisciplinaires et qu'on va leur faciliter la vie. C'est super. Ici, dans la salle, y a-t-il quelqu'un
dans le hall d'Anna Laverge. Y a-t-il quelqu'un qui a une question? OK, on revient à 10. C'est gênant, là. Mais soyez pas gênés. Allez-y, ça peut être des questions pièges, juste pour rire un peu, là. S'ils sont trop dangereux, je vais passer à la POC. Comme il l'a fait tantôt. Sinon, on va aller à distance. Il doit en avoir. Les gens sont moins gênés à distance. Mais vas-y, Sophie. Comment... Alors, on voulait savoir, la technologie, ça évolue vite. Les besoins en santé sont grands. Alors, en combien de temps croyez-vous qu'une preuve de concept peut être faite avant d'être appliquée? Oh, ça, c'est... Il n'y a pas de réponse universelle là-dessus, là. C'est parce que le fait d'avoir dit c'est une preuve de concept, ça, c'est déjà une très bonne idée. Parce que l'idée, là, premièrement, c'est de faire... C'est quoi une preuve de concept? Une preuve de concept, c'est de faire un prototype, quelque chose qui... Moi, notre preuve de concept dans notre machine, là, c'était pas une belle machine, là. C'était des circuits électroniques, des fils qui pendaient partout sur un kart qu'on roulait. C'était vraiment le minimum là, qu'on pouvait faire qui pouvait prouver que ça marche, prouver le concept. Bien, on peut faire des fois beaucoup moins. Des fois, juste faire un dessin, de dire, regarde, si à l'admission, on utilise telle application, tel outil, mais on fait juste le dessiner à la main sur un bout de papier, qu'on le montre aux patients, puis on dit, regarde ça, si on faisait ça, qu'est-ce que tu en penses? Déjà, c'est une mini preuve de concept. Ça se fait en quelques heures. Mais ensuite, on investigue plus loin en quelques jours. Ensuite, on investigue plus loin en quelques semaines. Et comme ça, avec plusieurs cycles. Fait qu'il y a plusieurs réponses, mais il faut toujours y aller en allant tester. Est-ce que ce que je fais, c'est la bonne idée? Peut-être j'ajouterais, je reviendrai à la première question, puis je vais répondre un commentaire sur la deuxième. Pour la première question, et peut-être ça peut être facilité ici chez vous, lorsqu'on veut des programmes très multidisciplinaires, ce que Cathy disait, c'est quoi la question, qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi l'objectif, et aussi se donner le temps d'apprendre le langage de l'autre. Ah oui. Parce que des fois, c'est pas comme le français et l'anglais, là. Le français et le mandarin. Là, tu commences à parler à l'autre, ils sont imbéciles, ils ne comprennent rien. C'est pas le même langage. De se donner du temps de bien se comprendre, après ça va permettre d'aller beaucoup plus loin et probablement plus rapidement. Pour ta question, la deuxième question, je dirais peut-être un peu différemment, et j'espère que Santé Québec va aller vers ça dans le temps. On a eu très souvent au Québec, dans le domaine de la santé, et dans d'autres secteurs aussi, on fait un projet pilote qui est assez bien monté, qui donne à terme des résultats probants, et ça finit là. On ne se donne pas les moyens de l'étendre, de l'adapter à l'ensemble du territoire québécois. Ça, c'est un défi. Donc, je pense qu'il faut vraiment y penser un peu d'avance. Si on est chanceux, puis si jamais ça marche, est-ce les autorités sont engagées pour s'assurer que c'est répandu là? C'est répandu, cette nouvelle façon de faire est répandue partout au Québec. Préparez-vous ici, là, peut-être que je vais nommer des noms pour des questions. Oh. Mais je vais vous faire rire. Attention. Je vais vous faire rire. En 2014, c'est là où 2013-2014, j'ai rencontré Luc dans un hackathon. Hack à quoi? Je ne savais pas c'était quoi, moi, un hackathon. C'est des gens comme nous, sur le terrain, qui amènent des problèmes. J'étais chef en orthophonie à l'époque. Donc, j'amenais un problème, là, comment mieux capter le langage naturel de l'enfant à la maison parce qu'il ne donne pas son plein potentiel lorsqu'il vient en clinique. C'est comme le syndrome du sarreau blanc. Votre pression est toujours plus élevée quand vous voyez votre médecin. Bon. C'était vendredi soir, OK? Vendredi soir, j'ai fait mon pitch du problème. 5 personnes se sont joints à moi. Il y avait un développeur et programmeur. Vous allez comprendre le lien avec ce que Rémi a dit. Et là, il disait API. Il faut un API pour connecter les systèmes. Moi, dans ma tête, API, alphabet phonétique international. Orthophoniste. Alphabet phonétique international. Le développeur API, c'est... Application Protocol Interface, un système d'interconnexion de logiciels. Vendredi, samedi, dimanche, j'ai compris dimanche que API, c'était ça, et non pas vendredi. Donc, l'importance du langage, l'adapter du langage par en discipline. Bon, sur place. Mais vous en êtes bien sorti pareil, parce que Valérie Dubois, quand elle a présenté l'application qui fonctionnait le dimanche devant toute l'audience de 800 personnes en folie, c'était vraiment convaincant. Comme quoi, des fois, on peut faire des prototypes, des preuves de concept rapidement. Sur place, est-ce qu'il y a une question?
C'est correct parce que j'en ai plein en Oui, c'est ligne. vrai, vas-y. Alors, avez-vous des craintes par rapport à l'intelligence artificielle dans la prestation des soins aux patients? Si tu peux me permettre, on a l'humanité au complet a des craintes là-dessus et avec raison. Il y a des écueils et j'en ai nommé quelques-uns tout à l'heure. S'assurer que les données que l'intelligence artificielle utilise demeurent confidentielles. S'assurer que les réponses que l'intelligence artificielle donne, les propositions, soient vérifiables, fondées sur de la science, soient réelles. Que s'assurer que les analyses qui sont faites n'incluent pas de biais ou ne prennent pas des orientations qui viennent de données mal utilisées, mal choisies. Que l'intelligence artificielle manipule nos opinions, manipule les patients, manipule en les amenant dans des voies qui ne sont pas celles que la science voudrait qu'on amène. Ça, c'est tous des exemples d'écueils. Si on arrive à mettre des cadres, mettre des technologies qui nous protègent de ça, mettre des façons de faire, des procédures pour s'assurer que tout ça est enlevé, bien là, on a accès aux bénéfices. Dans le secteur imaginez la cybersécurité. C'est un secteur important. Il faut avoir des lois. C'est interdit de voler les données personnelles de quelqu'un. Il y a quand même des malfaiteurs qui s'essayent. Il faut aussi avoir des lois. Mais il faut aussi avoir des technologies qui nous aident à nous protéger des technologies. Et moi, j'ai beaucoup aimé un commentaire lorsqu'on a fait notre chantier sur l'encadrement de l'IA. Robert, mon coporteur d'Hydro-Québec, a dit, vous savez lorsqu'on est à la course automobile, on freine, pas pour ralentir nécessairement, mais par principe de sécurité. Mais après, le but de freiner, donc encadrer, légiférer, le but, c'est pour accélérer plus rapidement après. Ça, c'était un très bon point. C'est que lorsqu'on a monté le chantier, on veut encadrer pour être prudent, mais dans un but d'accélérer et déployer des solutions d'IA qui créent des bénéfices. Exemple en santé, on utilise l'IA pour optimiser les rendez-vous, pour que la programmation du lundi au vendredi, de 7 h le matin à 21 h le soir, par exemple, soit optimale. Ça aide les agents de programmation à booker leur rendez-vous. Le risque est faible, les bénéfices sont super élevés. Donc, on accélère. Mettons des tests génétiques pour orienter le traitement un peu plus sensible comme données. Ben là, il faut freiner un peu et réfléchir. Pour avoir confiance. Ouais. C'est comme dans les transports, dans l'aviation. Ouais. Si on ne mettait pas des cadres, qu'il arrivait des accidents souvent, les gens n'auraient pas confiance et ça serait le déclin de l'aviation. Mais parce qu'on encadre, les gens ont confiance, sont en sécurité, c'est démontré, alors là, on en fait usage. Il nous reste 5 minutes pour les questions. C'est bon. Peut-être juste un complément à ce sujet-là, ouais. Christine, qui voulait savoir comment on peut utiliser justement la technologie, l'intelligence artificielle, sans toujours être limité par la confidentialité et la crainte que des informations nominatives soient divulguées. Rémi, veux-tu répondre? Il n'y a pas c'est jamais 100% sécuritaire. Encore une fois, plusieurs d'entre nous, on est sur les réseaux sociaux, on donne plein d'informations là-dessus, fait que par la suite, le lendemain, quelqu'un vient, « Ah, vous voulez aller en vacances à Miami. » Exact. Fait qu'on met plein d'informations personnelles. Lorsqu'on arrive à des données sensibles, qu'on sait qu'ils sont sensibles dans le domaine de la santé, là, on a tellement de freins qui fait que juste, on essaie de surprotéger. Et très souvent, les patients, je le voyais souvent à l'hôpital Douglas, les patients vont dire oui. S'ils ne peuvent pas m'identifier comme personne, ben moi, je suis prêt à participer. Les patients qui participent à des études cliniques sur le cancer, par exemple, sont prêts. C'est sur un ensemble, sur un groupe. Je pense que c'est important que ces données-là soient accessibles. Un exemple, un expert sur le cancer du sein au Québec, Jacques Simard, à l'Université Laval, il a découvert plusieurs des gènes de susceptibilité de cancer du sein. Aucune donnée qui vient du Québec. Pas les femmes du Québec, c'est l'Ontario, c'est le Danemark, c'est la France. Ouais. On se prive de ressources énormes en étant très, très strict. On comprend pourquoi, mais lorsqu'on veut mettre trop tout encadré, ben là, on perd des opportunités.
Avant que je prenne de prochaines questions, je vais vous rappeler, il y a un formulaire d'appréciation en ligne. Es-tu en ligne? Ça, c'est notre bulletin de Oui, notes. on va vous... C'est ça. Oui, ceux qui sont en ligne, là, on va vous le envoyer cheminée, ça à l'écran. Là, oui. En présence, il y a le code QR. Je vous invite. Il y a 3 petites questions pour apprécier votre expérience. Y a-t-il des gens sur place? Oui. Pouvez-vous vous nommer, s'il vous plaît? Oui, Roxane Poulain, je suis chargée de projet à la direction des services professionnels. Je vais faire du pouce encore sur l'intelligence artificielle, mais vraiment plus au niveau des professionnels. En fait, je me demandais comment est-ce qu'on peut s'assurer que l'utilisation de l'intelligence artificielle ne vienne pas nuire au jugement clinique ou à l'autonomie décisionnelle des professionnels. Toi? C'est Luc ou toi? Puis après, vous pourrez bonifier. Tu sais, pour moi, c'est comme nos tests psychométriques. On a des tests psychométriques, n'est-ce pas? On les complète. Moi, je suis orthophoniste, et puis les professionnels, on en a. Lorsqu'on complète un test psychométrique, ça nous aide à prendre une décision. Le jugement ultime clinique, il est à qui? Il est aux professionnels et aux patients et à sa famille. Je le redis, pas juste aux professionnels. Et donc, l'intelligence artificielle, c'est la même chose. Les outils d'IA, d'intelligence artificielle, qui vont nous aider à poser des diagnostics ou orienter les traitements, pour moi, c'est une aide à la décision, une aide au diagnostic. Et c'est à nous de garder notre jugement critique. Moi, une de mes craintes pour l'IA, c'est tuer l'esprit critique. Je l'ai dit aux jeunes à l'université, je leur dis de jouer dans des chats GPT et de copilotes, mais je veux surtout mesurer dans un débat s'ils gardent leur esprit critique. Et ça, c'est à l'humain de faire tout en sorte pour qu'on soit des garde-fous de cet esprit critique. Tout à fait. Tout à fait d'accord. Une dernière question? À l'inverse, est-ce que vous vous priveriez de faire le test standardisé? Mais non, c'est donc d'avoir dans l'avenir, on n'est pas encore tout à fait rendu là parce que comme professionnel, il va falloir que ces outils-là soient intégrés dans nos outils de travail. Ouais. Là, aujourd'hui, c'est un petit peu le Klondike. Là, vous allez faut aller sur Internet et tout ça. Bon. Et quand ça sera intégré, là, j'espère bien que justement le jugement du professionnel va être informé de ce que les intelligences artificielles pourront amener comme perspective additionnelle. Dernière question, Sophie? Oui, il m'en reste encore quelques-unes, mais je vais on va voir la rapidité. Parfait. Alors, 50. comment favoriser le temps protégé pour innover? Ben, Yvonne. Pour nous, c'est facile parce qu'on n'est pas ici dans votre travail. Là, nous, on va essayer de trouver de l'aide, des moyens pour vous aider avec des programmes que j'ai déjà mentionnés comme Engagement ou Audace. On veut travailler avec vos autorités aussi, avec les directions, pour trouver des façons de vous donner un peu plus de marge de manœuvre. On comprend très bien qu'il y a des demandes très importantes en termes de clinique aussi, en termes de temps clinique. Comment on peut faire ça en clinique? Moi, je vais vous dire mon rêve. J'ai failli le faire au CHUM, puis j'espère que vous l'avez fait, mes collègues du CHUM. Une politique de temps protégé pour faire de la recherche, de l'innovation et de l'enseignement. 10 à 15 du temps doit être protégé pour faire de la recherche, de l'innovation ou de l'enseignement ou de l'apprentissage. Et on en fait déjà. Quand vous faites du temps protégé, là, c'est sur votre temps personnel, mais lorsque vous allez en formation, c'est du temps protégé. Lorsque votre gestionnaire, et il y en a des gestionnaires de proximité qui vous disent « OK, ce que tu me proposes comme innovation ou comme projet de recherche, tu peux le faire 2 heures par semaine, je vais m'assurer que tu sois remplacé. » Ça se fait, je l'ai vu. C'était une Justine quand j'étais au CHUM, et c'est quelque chose que je veux qu'on fasse dans nos organisations ici. Et je lance un appel à tous, à mes homologues de recherche, d'innovation et d'apprentissage. Il faut la haute direction va nous appuyer, protéger du temps, et on le fait partiellement, du temps d'équipe pour faire de la recherche, d'innovation et de l'apprentissage pour améliorer les soins et les services à la population. Et ça va aider les reconnaissances des fonds de recherche du Québec ou d'autres structures comme ça pour du financement. Parfait. En fait, on parle justement que les défis mondiaux sont colossaux. Alors, on aimerait savoir au niveau de l'innovation, la recherche, comment le Québec peut tirer son épingle du jeu au niveau national et international. Là, je laisse mes collègues. Vas-y. Oui, bien, oui, on est plus sur ces questions-là. Bien, premièrement, je pense que pour arriver au Québec, du côté de l'innovation, pour arriver au Québec que nos entreprises innovent davantage, fassent plus de R&D. R&D? De recherche et de développement, donc des travaux, de s'arrêter pour réinventer des façons de faire du futur, s'arrêter pour adopter des technologies je pense au milieu privé, là, aux entreprises, puis d'être capable de mieux travailler avec le milieu
académique pour connaître tout l'ensemble de la science qui peut être appliquée. Ça, c'est un défi important. Puis dans certains secteurs en particulier. Au Québec, on est bon dans la partie de l'IA, mais on est aussi bon dans l'aéronautique, dans les sciences de la vie, les technologies médicales. On est bon dans des matériaux avancés, la transition énergétique, la microélectronique, des technologies quantiques. Hey, ça, c'est capoté, les technologies quantiques. Ça sera une solution. Pour avoir du temps en technologie quantique, les particules peuvent être à 2 endroits en même temps. Et là, ça, c'est vraiment très utile quand on est bien occupé. On n'est pas encore rendu là. Je pense qu'il y a beaucoup de recherches à faire. Rémi. On est petit. Hein, finalement, je dis souvent, le Québec, c'est la moitié de la population de la ville de New York ou de Tokyo. On est petit, mais on tire bien notre épingle du jeu dans plusieurs secteurs. Luc l'a mentionné, là. Donc, c'est ne pas être, encore une fois, être ambitieux et audacieux. Pas être gêné d'aller de l'avant. On a des bureaux du Québec dans plusieurs pays à travers le monde, une quarantaine de bureaux. Le Québec est unique de ce côté-là. Les autres provinces n'ont pas vraiment ça. Et aussi, on n'a pas trop de bagages. Quand on arrive, par exemple, en Afrique, les portes s'ouvrent rapidement. Donc, on doit en bénéficier davantage. Peut-être les jeunes de ces pays-là viennent ici. Certains vont rester. Plusieurs vont retourner chez eux. Et c'est super. Là, ça fait un pont à long terme entre ces différentes régions du monde. Je pense que le Québec, dans plusieurs secteurs, vraiment peut être un leader. Oui, l'aérospatial, mais très, très large aussi. Dans Parle des jeunes. Je voudrais finir avec ça de mon côté. On a dit l'importance des jeunes. Si on arrive à créer dans le cœur de nos enfants, si vous n'en avez pas, trouvez-en à côté, là, chez vos voisins, dans votre famille, mais leur donner le goût d'inventer, d'être différent, de créer des choses, d'explorer, de faire de la science, de développer du savoir, de faire des projets. C'est pas dans la science, juste l'idée d'être capable de faire des projets dans les arts, dans le sport, en société, puis d'être des gens qui se mettent en action, d'être des jeunes qui ont le goût de se dépasser, de faire des choses, de faire différemment, de faire des projets. C'est comme ça qu'on bâtit une nation qui avance. Et moi, j'aimerais ajouter, avant de conclure, vu que je remercie Luc et Rémi, moi, j'aime le terme sage. Je n'aime pas les personnes âgées. Nos sages de notre société sont tout aussi importants que la jeunesse. Et le croisement entre cette jeunesse-là et nos sages qui ont le savoir et la sagesse, dans l'innovation et dans la recherche, c'est essentiel. Alors, un sincère merci Rémi, sur les sages. Oui, sur les sages, parce qu'on a démarré un nouveau programme de reconnaissance qu'on appelle Grand Sage. Oui. Les 3 premiers l'automne dernier, on va en avoir 3 autres cette année. On avait qui, par exemple? Guy Rocher, dans le domaine de l'éducation centenaire. Je me rappelle quand je l'appelle, il me dit c'est qui les autres? Ben, une des autres, Brenda Milner. En neurosciences, Brenda, 105 ans, elle va avoir 106 ans au mois d'août. Et je suis allé, j'ai passé une demi-journée avec tous ces gens-là. Fait que là, Guy Rocher qui me dit « Ah, moi, je suis un petit jeune à 100 ans. Hein. » Et c'est des gens qui sont fabuleux. Et encore, et vraiment, ça, c'est vrai aussi d'apprendre de ces gens-là. Et ils sont très intéressés par les jeunes, par la relève, interagir avec les jeunes. Et Guy Rocher me disait « Moi, j'apprends tellement. » Il avait fait une attaque cardiaque. Il s'est retrouvé au CHUM. Par la suite, à l'Institut de gériatrie. Puis il dit « Ça a été tellement le fun. J'ai tellement appris des jeunes autour de moi. » Je dis « Wouh! Il n'y a pas beaucoup qui disent ça. C'est le fun, là. » Quand on va dans le système de santé. Toi, tu as parti le programme Grand Sage. Moi, je vais partir le programme Brassage. Ouais, on les applaudit. Merci beaucoup, Rémi. Merci beaucoup, Luc. Super. Super, merci. Merci bien. Alors, je vous rappelle le formulaire d'appréciation. Je vous prie, c'est important. Il faut constamment s'évaluer, s'améliorer. Il y a une section sur les thématiques à venir que vous voulez aborder. Je vous prie de le compléter. Je remercie la Direction des communications, sincèrement, d'avoir co-organisé cet événement-là. Mes équipes du pôle d'innovation, de recherche et d'apprentissage. Le prochain, écoutez ça, 1er octobre, avec Maude Cohen, directrice générale de Polytechnique, Fabrice Brunet, vice-recteur de la Faculté des sciences de la santé de l'UQAM, et Mathieu Dugal, journaliste scientifique, moteur de recherche. Oui, la thématique, éducation et santé. Rémi, on vient. Vous revenez? Novembre, j'ai pas encore la date, mais sur l'intelligence artificielle et la santé avec Anne Tang, chercheur, radiologue du CHUM, et Anne Nguyen, chef de l'intelligence artificielle au Conseil d'innovation du Québec. C'est un rendez-vous. Passez un très bel été et au plaisir de se voir au prochain Midi du Savoir.